Aujourd'hui, pour vous accueillir, donc, comme vous êtes un certain nombre de nouveaux parents, peut-être, je me présente, je suis Régis Bergonier, je suis le directeur coordinateur de l'ensemble scolaire Saint-Vincent-de-Paul. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous accueillir pour cette journée porte ouverte du groupe scolaire, où j'espère que vous pourrez vivre toute la dynamique qui est proposée au quotidien dans notre groupe, au service des jeunes, avec les jeunes. Aujourd'hui, nous allons là avoir un petit temps, une table ronde autour de l'orientation, finalement, où est-ce qu'on en est, quelles sont les questions qu'on se pose tous, vous parents et vous jeunes, par rapport à ce processus qui fait parfois peur. On entend beaucoup parler de Parcoursup, et on se dit mais quelle sauce on va être mangé, etc. Mais peut-être qu'au-delà de l'outil, il est intéressant de se demander finalement comment on se met en route autour d'une orientation. Pour cela, nous avons invité la présidente de l'association des parents d'élèves de Paris, Madame Durin. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez été pendant 7 ans à l'appel académique de Paris, conseil aux familles, service justement à la documentation, à la formation, orientation pour les établissements. Donc c'est une question qui pour vous fait sens, j'imagine, et avec lequel vous avez déjà un petit peu travaillé. Donc merci beaucoup pour votre présence. Pour nous accompagner également Madame Gravy, qui est de formation RH, qui a longtemps travaillé à la Fondation des apprentis d'Auteuil et qui aujourd'hui est coach de vie et qui nous fera part aussi un petit peu de cette expérience et de ce qu'elle souhaite, ce qu'elle développe et de ce qui peut être proposé en matière de réflexion autour de l'orientation auprès de vos jeunes. Et pour nous accompagner, on a la chance d'avoir une de nos élèves de première, Mademoiselle Ballan, qui, elle, réagira un petit peu à justement toutes ces questions qu'on va se poser. Et de savoir un petit peu, finalement, quelle vision on peut avoir quand on est élève de notre propre chemin d'orientation. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet et j'ai envie de vous dire, mesdames, mais finalement, à partir de quel âge peut-on commencer à aborder l'orientation et les choix de vie avec ses enfants? Cette question, elle est, je pense, fondamentale. Je ne sais pas laquelle des deux veut prendre la parole en premier. Madame Durin ? J'obéis. Alors, l'appel de Paris, donc c'est l'association des parents d'élèves des établissements catholiques, met en place dès les très jeunes des parcours de découverte des métiers. Donc en fait, on peut dès le plus jeune âge, dès la fin de la maternelle et au primaire, découvrir les métiers. Souvent, on commence par les métiers avec des costumes, les infirmières, les pompiers, et c'est déjà un début en fait d'orientation que de rencontrer des métiers qui ne sont pas les métiers de vos parents, ou de nous parents, et ça ouvre après 7-8 ans, c'est plus le métier de ses parents qu'on cherche à comprendre. On s'intéresse à « mais que fait papa au bureau ?» Ça aussi, c'est une deuxième étape dans l'intérêt qu'on peut avoir pour un métier. Et seulement après, dès le collège, on a des BDIO, des bureaux de documentation, d'information et d'orientation, qui sont des lieux où on découvre non plus simplement le métier, mais le parcours scolaire qui va découler d'un désir de métier. En fait, ce que j'allais répondre, c'est tout au long de la vie. Donc ça confirme bien ce qu'on vient d'entendre. L'orientation, c'est tout au long de la vie, avec effectivement un point pivot qui va être seconde première, où là, le sujet va commencer à devenir très présent dans les familles, avec quand même cette intention de se dire, il ne faut pas que ce soit un sujet de crispation. Il faut vraiment le garder en sujet d'échange. Et ce qui est très important, de ne pas en faire un dégoût de l'orientation, mais de rester vraiment dans cet échange et dans cette expérimentation par différentes choses qui peuvent commencer aussi par la façon dont on va au sport, la façon dont on fait des activités extrascolaires, qui peuvent se dire, voilà, j'aime moins, j'ai un intérêt, j'ai moins d'intérêt. Et ça, c'est important parce que c'est dans ces années-là, des années lycée, où on commence à avoir de l'intérêt ou moins d'intérêt pour certaines choses. Et pouvoir se dire, moi j'aime les maths, j'aime pas le français, ça détermine pas tout, mais ça peut donner déjà une orientation de pourquoi on aime ou pourquoi on n'aime pas. Donc pour moi, le sujet important, c'est vraiment de dire, n'en faites pas une crispation,
mais que ce soit vraiment un sujet fluide dans les familles. Donc finalement, si je vous comprends bien, dès l'âge de 3 ans, on se dit, on travaille notre projet d'orientation. C'est peut-être en fonction des choses qu'on aime, qu'on n'aime pas. Que toi, finalement, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que tu as conscience que ça fait longtemps que tu réfléchis à ton orientation ou tu n'as pas du tout cette impression? Alors, je l'ai totalement, parce que je me souviens que quand j'étais petite, je réfléchissais déjà à ce que j'avais envie de faire. Et je me souviens, j'ai un souvenir très marquant de moi qui me disait que j'avais absolument pas envie de faire architecte, que c'était un métier que je détestais, que je n'aimais pas et que j'aimerais jamais faire. Et au final, pourtant, il y a quelques années, j'ai fait un stage en architecture parce que ce métier m'intéressait. Et en fait, j'ai juste appris à découvrir. Je me suis réellement intéressée et j'ai enlevé les a priori des métiers que j'avais beaucoup quand j'étais petite. Et oui, ça se fait totalement tout au long de la vie et on apprend. Merci. Alors, on pourrait se poser maintenant peut-être la question de finalement quels sont les critères pour choisir, si je dois choisir mon orientation, en fait, quels sont les critères pour choisir cette orientation? S'agit-il en fait de créer des notes, mes envies, la sécurité de l'emploi? Vers quoi, selon vous, il faut réfléchir pour faire son orientation? En fait, entre les notes, les envies et la sécurité de l'emploi, moi j'ai envie de vous dire, peut-être aucun des trois. Peut-être que ce qui peut retenir, ça pourrait être, même si j'avais eu envie de vous dire l'envie, mais l'envie, elle peut passer. On sait bien quand on est au lycée, on peut avoir envie, puis envie, on le voit avec le sport, avec d'autres choses extrascolaires, qu'en fait ça peut passer. Par contre, il y a quelque chose qui est important, c'est la motivation. Parce qu'on sait que quand on est profondément motivé, la motivation donne des ailes, quoi. On peut arriver à déplacer des montagnes. Quelqu'un qui va être profondément motivé va arriver, quel que soit le chemin qu'il prendra, à faire ce qu'il a envie de faire. Donc cultiver la motivation, ça c'est important. Alors la motivation, ça se cultive aussi par le plaisir, par l'approfondissement de ses passions. Alors nous, les Français, j'aime bien dire qu'on est toujours un peu grognons et qu'on cherche à améliorer nos enfants sur leurs compétences les plus mauvaises. Donc, quid du professeur de maths quand on n'est pas très bon en maths? Il faut savoir que les anglo-saxons font exactement l'inverse et ils donnent des cours dans les matières où leurs enfants sont bons. Ils leur donnent l'occasion d'aller approfondir plus loin, ailleurs, et pour être encore meilleurs. Et de cette joie d'apprendre, il n'y a pas photo, beaucoup de motivation. J'insisterai aussi sur, au-delà des notes, du désir, du marché du travail, le stage qui est souvent pris un peu au dernier moment dans un carnet d'adresses plus ou moins grand des parents, et pourtant le lieu de toutes les motivations. C'est en stage qu'on découvre ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Et hélas, c'est aussi le stage qui conditionne beaucoup les stages suivants. Donc le premier stage, je vous conseille d'y réfléchir beaucoup et votre projet de vie doit rentrer à l'intérieur de ce stage. Voilà. Donc finalement, dans les critères, tout ça, l'école, ça ne sert pas à grand-chose, si je comprends bien. Nous, on n'est peut-être pas si important que ça dans l'organisation de l'orientation. Alors, je plaisante, hein, je pense que tu peux peut-être en témoigner. Tes professeurs, est-ce qu'ils vous donnent ici à Saint-Vincent-de-Paul, est-ce qu'on vous accompagne sur l'orientation? Qu'est-ce qu'on t'a raconté de l'orientation? N'hésitez pas à venir vous asseoir, hein, messieurs, dames. Il y a plein de places. Ne restez pas debout. Voilà, il n'y a pas de problème. Vous êtes les bienvenus. Alors, pour ce qui s'agit de Saint-Vincent-de-Paul et de l'orientation, oui, moi, on m'a beaucoup aidée. Je sais que j'ai mon professeur d'HLP qui est venu me voir souvent. HLP ? Humanité, littérature et philosophie. C'est une nouvelle matière, vous savez, dans le cadre du lycée, du nouveau lycée maintenant. Voilà, c'est une spécialité qui est venue me voir pour me parler de mon orientation, car il sentait que j'étais justement fébrile à ce sujet. Donc oui, on nous accompagne. Je sais qu'en seconde, on avait une vie de classe qui servait justement à faire découvrir des métiers. On faisait chacun un exposé sur un métier. C'était assez enrichissant. Le seul bémol, c'était qu'évidemment, les élèves faisaient des exposés sur des métiers, je dirais, assez connus, assez clichés, architectes, dentistes, etc. Donc c'est vrai que si on avait l'occasion d'accéder à plus de métiers peu connus,
Je sais que, par exemple, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça qu'il y avait une association nationale des jeux pour le sport, tout simplement, gérer le foot, tout ça. Et je savais qu'en soi, ce métier existait, ça paraît logique, qu'on contrôle qu'il n'y ait pas de triche au jeu. Pourtant, je m'étais dit, waouh, ça peut intéresser des amis à moi. Et j'en ai parlé à quelqu'un, et c'est vrai qu'il ne se voyait faire un métier du sport, mais il avait cherché sur Internet, il avait posé plein de questions, et ce qu'on lui proposait, c'était souvent animateur, guide de montagne, et il ne se voyait vraiment pas faire ça, ou alors juste coach. Et c'est vrai que j'en ai parlé, et ça l'a beaucoup intéressé. Donc peut-être de creuser dans des métiers qui ne sont pas forcément connus, ça peut beaucoup aider, je pense, pour l'orientation. Oui, je crois que tu as tout à fait raison. Ce que tu dis, c'est tout à fait juste, parce que finalement, aujourd'hui, on n'imagine pas un petit peu le nombre de métiers qui peut exister, et les métiers évoluent un petit peu tous les ans. Donc finalement, quand on choisit son orientation, on peut se poser la question de savoir si le métier qu'on a en tête au moment de l'orientation va être le métier réellement que je vais réaliser lorsque je serai devenu adulte. Donc finalement, est-ce que ces métiers-là, c'est si important que ça? On peut se poser pas mal de questions. Le but est dans le chemin, on est bien d'accord. Très souvent, on vise la lune, on arrive dans les étoiles. L'important, c'est l'énergie et l'élan de l'enfant ou du jeune qui ne doit pas être coupé justement par les notes ou un parent qui serait trop réaliste, bien que le réalisme ne doit pas nous manquer tout de même. Donc moi, j'aurais tendance à vous dire que le parent, il est là pour appuyer l'enfant, lui tenir la main, pas le laisser, parce que l'autonomie et l'abandon, c'est deux choses très différentes. Donc c'est bien lui tenir la main, mais pas lui tenir le volant, car c'est à lui de diriger le but. Ouais, j'aime bien l'image. C'est en effet, c'est vraiment de la conduite accompagnée finalement. Exactement. Ouais, super. Merci. Ouais, j'aime bien. En effet, je crois qu'on ne peut pas décider pour nos jeunes. Et ça, je pense que c'est vraiment fondamental. C'est vous qui allez faire le métier. Et ça, je crois que c'est ce qui est peut-être de plus difficile à comprendre quand on est parent. C'est nous, ce qu'on veut. J'ai été parent, quoi. Je suis parent encore aujourd'hui, puisqu'on reste parent toute sa vie, même si nos enfants grandissent. Et en fait, on s'aperçoit que c'est véritablement difficile de lâcher prise sur la représentation que nous nous faisons de ce qu'on aimerait que nos enfants soient. Et je crois que c'est peut-être une des premières choses aujourd'hui qu'il faut... Vos enfants choisissent tout. Moi, je travaille parfois au Canada, où je travaille dans un établissement là-bas, où les élèves, on dit que les élèves viennent magasiner leur école. Magasiner, là-bas, c'est parce qu'ils ne disent pas shopping, donc ils francisent tout. Et ils ont dans l'idée que finalement, c'est le jeune qui choisit. Aujourd'hui, le jeune choisit beaucoup de choses. Et tout d'un coup, on arriverait sur le palier de l'orientation. Et là, le jeune ne choisirait pas. On choisirait pour lui. C'est relativement incohérent. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Vous ne vous laissiez pas dicter ce que vous choisissez, si? Alors non, pas du tout. Non, c'est vrai que après oui, les parents, ça souvent, même si ça essaye d'être le plus neutre possible, il y a toujours quelque chose qui va faire qu'il y a un filtre qui fait que on a eu des expériences, mauvaises ou bonnes, et ça va influer sur ce qu'on va dire à notre enfant. Je sais que ma mère, elle a déjà fait malgré elle, et je l'ai remarqué, donc ça m'a pas plus crispé que ça. Mais oui, en tout cas, en parler avec ses parents, c'est toujours la meilleure des choses. Il faut juste savoir détecter certaines comment on pourrait dire ça, certaines tournures de phrases qu'ils peuvent dire pour nous protéger, tout simplement. Oui. On peut aussi se poser la question des notes. Quand on dit les notes ne font pas tout, il est vrai que dans les processus d'orientation, la conférence d'avant, pour ceux qui l'ont suivi, elle était sur Parcoursup. Et oui, bien entendu, il y a de la sélection qui s'opère à un moment donné. Mais peut-être qu'il faut oser dédramatiser la note et se dire qu'il y a toujours plein de chemins. Et que dans notre processus d'orientation, il est très important de prendre en compte finalement, oui, nos capacités, les capacités que j'ai à réussir de telle façon, mais peut-être aussi d'autres choses. Et peut-être une dimension qui serait intéressante, c'est qu'on se questionne aujourd'hui sur la personne. Quelle dimension donner à la personne finalement dans son projet ? Quelle Virginie répond? Les deux dames s'appellent en Virginie.
en fait, la dimension justement de la personne dans son projet, la personne, elle doit être c'est important qu'elle soit au centre de son projet et qu'elle puisse justement se tourner et avancer, mais en 360 degrés. Parce qu'on avance, mais quand on est en construction, c'est important de pouvoir aussi aller se retourner, regarder, prendre conscience, se renseigner et avoir suffisamment confiance en soi pour pouvoir aussi se projeter. Ça, c'est important de savoir qui on est pour pouvoir se dire qui je veux devenir. Et peut-être que la confiance en soi, c'est quand même la base pour que le jeune puisse se projeter dans ce qu'il veut devenir, justement. Et il y a des justement dans le quotidien des enfants, la façon de leur faire des feedbacks sur des initiatives qu'ils vont prendre dans le quotidien, ça, c'est des choses importantes aussi. De pouvoir aussi souligner ce qui est positif dans le fait d'avoir osé, même sur des choses très simples. C'est comme ça que se construit la confiance. Quand on dit l'orientation tout au long de la vie, c'est aussi dès le plus jeune âge donner suffisamment confiance pour que quand le jeune ait un ressenti, puisse se dire, moi, ce que je souhaite, c'est être médecin ou être compagnon, ou être, voilà, il y a 1000 choses qui peuvent être imaginées, mais que ce soit avec confiance. Parce que si c'est avec confiance, c'est une orientation positive. Et l'orientation positive, ça porte. Alors que si c'est de se dire, de toute façon, je suis bon en rien, donc je me résigne, là, on voit tout de suite que la dynamique n'est pas la même. Donc la confiance amène à une orientation positive, le jeune au centre, avec autour tout un club de soutien qui vont être les parents, qui vont être les enseignants, qui vont être sa curiosité, la curiosité d'aller se renseigner, et qui va permettre justement de pouvoir partir, imaginer et avancer sur un chemin constructif. J'avais entendu, quand on avait un petit peu préparé cette table ronde, vous aviez évoqué l'idée qu'il fallait voir dans le quotidien qui on était, et que parfois, en réfléchissant sur qui je suis dans le quotidien, je vais aller plutôt vers tel type de métier. Tout à fait. Savoir ce qu'on aime dans le quotidien et la façon dont on pense les choses. Par exemple, quand on dit j'aime cuisiner ou le sport, mais en fait, on aime quoi dans la cuisine ou le sport? On aime faire les courses, inventer la recette, partager le repas. Le sport, qu'est-ce qu'on aime dans le sport? Le regarder à la télé, le pratiquer individuellement, en équipe. Et c'est en fait, ça va être des échanges de ce type avec nos enfants qui vont permettre de pouvoir lui déterminer, ah oui, mais quand je dis que j'aime ça, en fait, j'aime quoi dans ça? Et après, qu'est-ce qui est transposable à un moment donné dans le monde professionnel qui va permettre d'être vraiment dans la motivation. Donc tout à l'heure, sens et plaisir. Donc le sens et le plaisir, c'est quand même le moteur qui fait que quand on est sur un métier, quand on est dans une voie, quand on va vers un métier, on y va avec assurance jusqu'au bout. Donc ça, c'est vrai que c'est important. Je rajouterais que contrairement à un élève de maternelle de 4 ans, les post-bac, on ne peut pas les mettre sur l'épaule et les emmener de force à l'école. Donc c'est important de sentir en premier la motivation de l'élève, bien au-delà de nos propres préjugés, de la façon dont on voit son enfant, puisqu'il pourra toujours changer, trouver une passerelle, aller vers quelque chose qui, vous pensez vous-même, lui ressemble plus. Mais en premier, pour se lever le matin et aller prendre le train, les transports, il faut une forte motivation. Et ça, c'est quand même ce qu'on peut trouver chez un élève qui a choisi son orientation. Je voulais rajouter sur les représentations de la personne humaine qu'il faut aussi, en tant que parent, avoir une posture qui laisse la place à des métiers différents. C'est-à-dire qu'on peut avoir des garçons qui sont plus dans le soin ou des jeunes filles qui sont plus dans l'aéronautique, et que c'est aussi très souvent dans la famille qu'on va freiner des aspirations qui ne sont pas assez communes. Or, tous ces métiers-là ont beaucoup plus de chances d'aboutir sur le marché du travail quand on est du genre opposé. Donc c'est aussi une bonne idée, en fait, de se décaler un peu. Ne pas se limiter. Alors, quand on se parlait hier, tu me disais, moi je suis allé faire un stage en architecture et j'ai trouvé ton expérience hyper intéressante. Est-ce que tu peux nous la partager ? Totalement, c'est-à-dire que du coup, comme je l'avais dit, finalement, j'ai voulu faire architecte à un moment donné dans ma vie. Du coup, pour mon stage de 3e, j'ai été dans un cabinet d'architecte et finalement, je n'ai pas du tout aimé ce stage.
j'ai vraiment détesté, mais j'avais conscience que j'étais allée dans un cabinet d'architecte d'une femme qui avait son propre cabinet, elle travaillait toute seule, elle avait sa propre entreprise et elle travaillait avec sa fille dans l'entreprise. Donc évidemment, c'était pas l'idée que je me faisais d'un architecte. Moi, j'avais la vision de grands bureaux, d'un travail d'équipe. Et justement, c'est là que la question de la compétence qu'on aime est intéressante. C'est que finalement, j'ai compris que moi, ce que je cherchais dans le métier d'architecte, c'était pas tellement... Même si certes j'adore le design, et c'est quand même pour ça que j'ai choisi cette voie, mais c'était surtout l'aspect de diriger une équipe, d'être au centre de quelque chose, de pouvoir parler. Et c'est ça que j'aimais vraiment. Et du coup, évidemment, mon stage était tout l'opposé. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment été déçue. Donc en fait, cerner l'aspect du métier qu'on a envie de faire, c'est vraiment la chose primordiale, j'ai envie de dire. L'aspect du métier est plus que le métier, finalement. Et après, on peut être intéressé par le beau, et c'est ce qu'on disait, hein, être intéressé par le beau, et du coup voir quels sont les métiers qui vont me permettre d'être en relation, parce que pour moi, c'est ça qui est fondamental. Merci. Voilà. Alors après, comment on motive un jeune qui n'a pas envie d'être motivé? Ça, c'est quand même la grosse question. On sait que l'adolescence, c'est pas la partie la plus simple. Il faut déjà se lever tous les matins pour venir à l'école. Il faut se motiver. Comment on peut réfléchir à son projet d'orientation? Comment on motive le jeune dans son projet d'orientation? Alors, motiver le jeune, c'est surtout ne pas le démotiver. D'être un parent qui n'est pas en résistance, mais en accompagnement. C'est être un parent qui n'est... Bien sûr qu'on est anxieux, et on peut le dire à un tas de personnes, mais on n'est pas obligé de le dire à son enfant. Et je pense qu'un parent qui accompagne, c'est un parent qui sécurise. Donc, sophrologie, lâcher prise, tout est possible. Peut-être même... Non, on n'a pas le droit de dire de boire un verre, donc non. Pas chez un jeune, en tout cas. Non, moi, je suis sur la posture du parent. Voilà. Par contre, pour se décontracter... Voilà, et du coup, je pense que le jeune, en étant sécurisé, en prenant confiance en lui, en utilisant son parent comme miroir de ses désirs, miroir de ses qualités, il peut lui-même cheminer et trouver prendre cette décision qui est la décision de Parcoursup, qui est cette décision qu'on a l'impression de faire d'une façon irrévocable et qui va tout changer si ça ne fait pas comme on veut. Et c'est bien là où l'accompagnement du parent, c'est de dire ne te laisse pas porter comme un rat sur une rivière, mais ne te laisse pas non plus terroriser, parce que ce n'est pas une décision définitive. Parcoursup, c'est un passage. Oui, tout à fait, c'est un passage. Et c'est vrai que ce que moi je pense, c'est que tous les jeunes ont ce sujet à cœur. Et souvent, on voit, c'est les modalités d'en parler avec les parents qui est un peu compliqué et qui peut amener justement à du stress, de la tension et au fait que ce soit un sujet dont on ne s'autorise plus à parler. Donc ce qui est important, c'est de trouver les bonnes modalités dans une famille pour en parler. Ça peut être aussi d'avoir des échanges avec des personnes proches de la famille, un oncle, une tante, un adulte référent, des enseignants. Voilà, c'est que le sujet soit parlé. Et à un moment donné, le bon cadre, ça peut être de se dire, après... Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de créatif pour que tu puisses nous présenter ton projet? S'autoriser aussi à le faire autrement. Ce n'est pas le sujet qu'on va amener tous les soirs au dîner. Mais par contre, ça peut être de se dire, voilà, compte tenu du fait que tu sois en première ou en terminale, moi, ce que je te propose, c'est que tu nous fasses une présentation un peu créative, n'importe quelle façon, mais que tu me présentes ton projet, que tu auras travaillé, réfléchi dans un autre cadre avec d'autres adultes référents. En fait, j'ai envie de vous dire, c'est soyez créatifs, imaginez autre chose pour sortir justement d'un sujet qui devienne trop quotidien et qui amène du stress, de la pression, et qu'en fait, on ne parle plus du sujet. Et ça, c'est dommage, parce que c'est important de pouvoir être en confiance et que ce soit un sujet fluide. Parce que c'est plus qu'un projet d'orientation, c'est un projet de vie, c'est un passage Parcoursup. Donc c'est aussi projeter sa vie dans le futur. Oui, on entend beaucoup justement projeter sa vie. Et l'expérience, moi, m'apporte à avoir ce petit regard et de dire, je trouve qu'on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui voient finalement leurs études comme une finalité plus que le métier qu'ils vont faire derrière. Et quand on parle de ça, c'est assez questionnant. Beaucoup de jeunes de nos jours font des études supérieures
Et puis, dès qu'ils rentrent dans le métier, un peu comme toi tu as évoqué dans ton stage, mais tu as pu le découvrir plus tôt, au moment où ils rentrent dans le métier, finalement, le métier ne correspond pas du tout à l'image qu'ils s'étaient fait. Ils ont pris un énorme plaisir à la formation, mais concrètement, le métier ne leur correspond pas dans leur quotidien. Oui, et moi je peux même ajouter par rapport à mon expérience professionnelle, alors là pour le coup de coach d'orientation, j'ai été amenée à accompagner des jeunes, qui était un jeune qui venait de rentrer à Sciences Po, qui avait été super content d'être prêt à Sciences Po, c'était une finalité pour lui. Une fois qu'il a été rentré, il s'est rendu compte que les cours ne le passionnaient pas, il a eu une grande déception. On était aux vacances de février, quand je l'ai eu en accompagnement, pour justement qu'il arrive à retrouver sa motivation à travers ses études de Sciences Po. Donc ça, là, c'est pour illustrer le fait qu'une entrée dans une école n'est pas une fin en soi non plus. En fait, ce qui lui manquait, il a pris conscience que ce qui lui manquait, c'est ce qu'il allait en faire de ce diplôme. Donc c'est important de savoir dans quel domaine il voulait justement se déployer. Donc c'est ce qu'on a travaillé. Et donc il a retrouvé sa motivation. Donc voilà, au-delà d'un diplôme, d'une école, de quelque chose, c'est vraiment le projet. C'est dans quel domaine je vais. Et comme tout à l'heure ça a été dit par M. Bergonnier, c'est du coup, peu importe le chemin, on trouvera toujours le chemin. Ce qui est important, c'est de savoir dans quelle direction on veut aller. Moi, j'ai beaucoup de jeunes, quand on fait des séances d'orientation en troisième, en seconde, qui me disent « moi, je veux devenir ingénieur ». Et je lui dis, mais c'est quoi ingénieur? Ah, je ne sais pas. Mais je veux devenir ingénieur. En fait, c'est le diplôme qui prévaut sur finalement la passion et la compétence. Et quelles sont mes compétences? Je crois que c'est vraiment là-dessus que vous, parents, vous avez beaucoup il y a beaucoup d'importance dans votre rôle et dans votre accompagnement des jeunes à ce moment-là. Nous, à l'école, parce qu'on parle beaucoup là du rôle des parents, mais nous aussi à l'école, on a un rôle, bien entendu. Aujourd'hui, je n'ai pas de professeurs autour de nous, parce que justement, ils présentent leur spécialité, ils les présentent accompagnés d'étudiants, de professionnels, pour bien montrer qu'en fait, il doit y avoir un lien. Et là encore, c'est vraiment important de faire le lien entre finalement qu'est-ce que j'étudie à l'école, comment cette chose nouvelle, et c'est quand même la grande diversité en ce moment sur le baccalauréat, que ce soit le bac pro, le bac technologique ou le bac général, on sent bien que cette réforme, elle amène le jeune au choix beaucoup plus tôt pour ceux qui sont en général, et ça c'est parfois déstabilisant pour vous parents, mais en même temps, nous, en tout cas, je peux vous dire qu'on s'aperçoit qu'un jeune qui choisit ses spécialités, c'est un jeune qui réussit beaucoup mieux dans la spécialité. Donc ça, c'est vraiment important. Et pour illustrer justement le fait de choisir sa spécialité, c'est que des fois, on peut être surpris ou se dire, tel est un jeune, je sais pas, passionné d'histoire, peut dire, mais non, l'histoire, qu'est-ce qu'on fait avec une licence d'histoire? Eh bien non, se dire, s'il arrive à trouver cette exaltation dans cette matière qui va l'intéresser ou toute autre matière, à un moment donné, il trouvera, parce qu'évidemment, les licences, on est plus sur du développement intellectuel et le master, on se professionnalise, il va arriver à trouver le bon master, parce qu'il est tellement motivé qu'il va pouvoir l'amener vers une voie professionnelle qui sera pour lui motivante, parce qu'il sera suffisamment motivé. Ce qui est important, c'est de trouver justement cette exaltation, de se dire, j'ai envie profondément de faire ça, quel que soit le métier. Moi, j'ai aussi connu un jeune qui était en licence et qui a refait après un CAP pour être dans les métiers du bois. Et ben, aujourd'hui, il a une exaltation parce que c'est ce qu'il voulait. Il voulait faire du manuel. Alors, il s'en est aperçu en fin de licence, mais peu importe. Il a repris et ça a été une vraie découverte pour lui. Donc, peu importe. Mais quand on trouve ce besoin, cette motivation, en fait, tout est gagné, quoi. Donc, osons le choix de nos enfants, j'ai envie de vous dire. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? Moi, par rapport aux spécialités et le sujet de la confiance de soi qu'on avait abordé tout à l'heure, je tenais à dire que je suis totalement d'accord avec ça et qu'il ne faut pas avoir peur des spécialités ni de leur nom. Car personnellement, je voulais prendre spécialité mathématiques en seconde. Et je me souviens que j'avais très très peur. Mes notes étaient correctes. Je me souviens que ma prof de mathématiques m'avait dit que je pouvais. Et pourtant, j'avais vraiment peur de cet a priori, de tout ce qu'on disait à propos de la spécialité mathématiques. Et je sais que j'avais une amie à moi qui voulait faire cette spécialité et qui finalement ne l'a pas fait alors qu'elle avait les capacités de le faire. Et finalement, aujourd'hui, je l'ai fait.
Et je m'en sors très très bien. Et du coup, il ne faut absolument pas avoir peur du nom que quelque chose peut avoir et toujours essayer. Au fait, du coup, on t'a pas demandé quelles étaient tes 3 spécialités. Alors moi, mes spécialités, c'est humanité, littérature et philosophie, histoire géopolitique et mathématiques, du coup. Vous avez vu ? Une combinaison improbable. Oui. Mathématiques, c'est le programme de l'ancienne première S. HGSP, c'est tout nouveau. Géopolitique, c'était une spécialité qui n'existait pas. Et HLP, c'est un approfondissement de la philosophie, de la littérature. Aujourd'hui, cette combinaison peut amener à plein de métiers. Jamais, dans le cadre de l'ancien bac, c'était quelque chose qui était possible. Soit on faisait S avec maths, physique, SVT, je pense qu'à notre établissement, soit on avait section ES, et c'était pour ceux qui étaient ni littéraires, ni scientifiques, et puis il y avait la section littéraire, où là, il n'y avait plus de maths, il n'y avait plus rien. Et là, par cette proposition aujourd'hui qui est faite, on arrive à faire des combinaisons qui peuvent paraître complètement saugrenues. Dans notre établissement, avec 110 élèves en classe de première cette année, nous avons à peu près 38 combinaisons différentes de spécialités. Alors, c'est clair que pour l'emploi du temps, les personnes qui travaillent autour de ça, c'est un véritable casse-tête, mais notre établissement a véritablement, lui, pris le parti de dire cette réforme, elle propose ça, on laisse les jeunes choisir. Par contre, vous avez dû argumenter pour choisir. Oui, totalement, il faut quand même le justifier un minimum. Et si jamais je sais que ça peut effrayer le fait d'avoir des choix qui ne sont pas du tout cohérents, et j'ai eu cette peur, puisque normalement, à la fin de la première, on doit abandonner une spécialité, une des 3. Et j'avais pour projet d'abandonner la GGSP, donc la Géopo. Et je sais, j'avais réfléchi et je m'étais dit, oula, je me retrouve avec, entre guillemets, du français et des maths, ce n'est pas très cohérent. Du coup, j'ai été voir mon prof d'HLP, donc mon prof de philo, et il m'a dit que, contrairement à ce que je pensais, c'était possible, que c'était un choix qui pouvait intéresser de grandes écoles. Et du coup, n'ayez pas peur de vos choix, ça peut toujours mener quelque part. On est aussi surpris de voir que des jeunes choisissent en première mathématiques, physique et HLP. Et ce sont des jeunes qui veulent se destiner à la médecine, mais ils ont envie de garder cette dimension humaine et littéraire qui pourrait les aider s'ils voulaient aller sur des versants un peu plus psychiatrie. Et puis ils se disent, si j'ai pas médecine et que je veux faire de la psycho, ça leur permet de garder des choses, des spectres beaucoup plus variés et différents. Donc je crois qu'à travers ce message, on entend véritablement la possibilité d'ouverture. Alors, je vous proposerai, même si tout ce qui a été évoqué est extrêmement intéressant, de conclure et de vous demander à chacune, finalement, et même à toi, de te mettre à la place des parents. Qu'est-ce que toi, ton parent idéal, quelles seraient les meilleures postures pour toi, 4 meilleures postures du parent idéal pour t'accompagner dans ton orientation? C'est peut-être ta maman ou ton papa, d'ailleurs. Alors, assez compliqué. Je dirais, ce qui saute à l'esprit, c'est d'être le plus neutre possible. Je sais que je vais parler pas pour mon expérience, mais de ce que des amis ont pu avoir. Souvent, les parents veulent que les enfants suivent le chemin qu'ils ont eu, ou alors ont des a priori. Donc, c'est par là que j'appelle le mot neutre, c'est-à-dire essayer de ne pas retranscrire son parcours sur celui de son enfant. Ensuite, je pense que ne pas forcer la question aussi, on l'a dit précédemment. Ça fait 2. Oui, c'est 2. Oh, tu peux t'arrêter à 2 et y réfléchir après. Je vous laisse la parole à lui. Oui ? Oui. Vous regardez les 8 spécialités que nous proposons dans l'établissement et en fait... je pense que toutes les combinaisons, alors pas toutes vraiment possibles, existent, mais nous avons des élèves qui prennent GGSP, maths et SVT, par exemple. Vraiment, c'est des combinaisons extrêmement variées. Je vous inviterai, dans un deuxième temps, après cette conférence, à aller justement visiter les classes avec justement les professeurs et les élèves qui sont aussi là pour vous raconter leur parcours et qui vous
parleront des choix qu'ils ont faits, comme vient de le faire cette jeune fille. Mais en fait, c'est vraiment un parcours libre. Ce qu'on demande maintenant aux élèves, c'est d'être capable de regarder quelle formation, qui trouvent au moins une ou deux formations qui pourraient répondre aux critères de sélection des spécialités qu'ils ont faites. Ça, c'est par contre fondamental. C'est là où nous avons un rôle, les éducateurs, et les enseignants et la direction, très important auprès du jeune. Je vous laisse la parole. Donc on en était à 3, c'est ça? Donc la posture de parents, ça peut être aussi soutenir et reconnaître, soutenir l'enfant et le reconnaître à travers des conversations du quotidien, des feedbacks, savoir lui dire je suis présent à côté de toi justement. Ce qui permet de donner des permissions à ses enfants, de lui dire mais ose rêver grand. Ose te renseigner, même si ça paraît complètement, je sais pas, un enfant qui voudrait être astronaute ou être au contraire dans des métiers plus traditionnels, être compagnon ou dans des métiers qui ne sont pas forcément un métier de référence habituel, ose. Et ça, donner des permissions, je pense que les parents, c'est important pour leurs enfants. Et puis créer un cadre de sécurité aussi, que l'enfant se sente bien, parce que c'est quand on est en sécurité qu'on ose, ça on le sait dans les besoins fondamentaux, si on les reprend, c'est vraiment ce besoin de sécurité qui permet de pouvoir justement aller voir plus haut, plus loin. Et alors, moi je voulais rajouter le temps, donner du temps gratuit, pas du temps seulement pour discuter de l'orientation, mais accompagner, c'est aussi avoir des conversations à bâton rompu. Parfois, on a l'impression qu'on ne pourra jamais. À Paris, tout va très très vite et on a beaucoup de transport. Mais sans ces moments de temps seul, à deux, eh bien, on n'a pas vraiment le temps de laisser mûrir la conversation et laisser mûrir le jeune. Et c'est un peu dommage parce qu'ils discutent beaucoup sur les réseaux, ils discutent beaucoup avec leurs amis et leurs pères. Et on ne voudrait pas que ce soit un père sans expérience, enfin leur père, P-A-I-R-E-S, qui prennent une décision pour nos enfants à notre place parce qu'on n'a pas eu le temps, parce qu'on n'a pas donné le temps, parce qu'on a loupé le coche. Donc moi je retiendrai en fait l'idée que, même si moi je représente une institution scolaire, je dirais que l'orientation ne doit pas être subie par le niveau scolaire du jeune. Bien entendu, il faut être réaliste, on peut ne pas forcément être pris dans les parcours qu'on souhaiterait, mais j'insiste beaucoup sur cette notion de chemin de vie. Aujourd'hui, devant vous, la personne que vous avez, elle ne voulait pas forcément devenir un chef d'établissement. Et mes études ne m'ont pas forcément amené à être là. C'est le parcours de vie qui... voilà, je ne me destinais absolument pas à l'enseignement. Ce n'était pas du tout mon truc. D'ailleurs, je n'y suis pas resté puisque je suis devenu directeur d'établissement plutôt qu'enseignant. Mais ça montre qu'aujourd'hui, le parcours, c'est vraiment fondamental. Ce qui est important, justement, c'est de savoir qu'est-ce que je veux dans ce parcours. Moi, j'ai souvenir que l'idée d'être enfermé dans une classe, c'était insupportable. Il fallait pouvoir bouger, il fallait pouvoir animer des groupes, comme toi, manager une équipe. Et finalement, le métier d'enseignant, ce n'était pas du tout fait pour moi. J'ai adoré, j'ai été enseignant en CP, j'ai adoré les petits, leur apprendre à lire. Ça a été une découverte fantastique. Mais une fois que je l'avais fait une fois, l'idée de le faire une deuxième fois, mais je trouvais ça extrêmement ennuyeux. Donc il fallait que je change. Donc c'est un peu ça l'idée. Hein. Je crois que c'est aller chercher finalement qu'est-ce qui nous anime profondément. Et à partir de là, tous les parcours sont possibles. On n'ira peut-être pas directement, on mettra peut-être plusieurs années à y arriver, on passera peut-être par plusieurs métiers. Mais si on est sûr, et je crois que vous avez parlé de confiance tous, là, ici, si on a confiance en nous, eh bien, je pense qu'on est véritablement capable de proposer quelque chose qui nous rendra solides pour l'avenir. Et c'est ça qui est important. Soyons solides, donnons l'envie aux jeunes, faisons attention de ne pas nous laisser embarquer dans un pessimisme de la sélection, de l'impossibilité, mais tu n'y arriveras jamais. Je crois que vous avez parlé de feedback, super important. Je veux dire, osons dire ce qui va bien.
pour avoir été élevé un petit peu à l'anglo-saxonne à un moment donné dans ma vie, les Américains ils disent « great » quand nous on dit « pas mal ». 2 mots négatifs pour un mot positif. Osons être positifs et osons être réalistes, et être réaliste, c'est pas être défaitiste. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie, mesdames, pour votre présence. Tu as été extraordinaire. Merci à toi. Bravo. Et très belle journée à vous tous dans Campus 49.